Le lounge de l'entrepreneur, épisode numéro 6. Let's go! Bienvenue à tous à ce 6e épisode du lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast. J'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir David Hervieux, président et chef de la direction chez Devolutions. David a plus de 13 ans d'expérience dans le développement de logiciels. Après avoir établi Devolution Inc. en 2004, en tant que service de conseil en logiciel, David a développé la mission de l'entreprise en 2010 pour se concentrer sur des solutions logicielles clés en main. Aujourd'hui, avec plus de 300 000 utilisateurs dans plus de 130 pays, Devolutions est un leader dans ce domaine. Il compte parmi leurs clients Walt Disney, Nike, HBO et même Tesla. Son travail acharné et sa vision ont récemment été reconnus au CEO Vision où il a remporté le prix du PDG de l'année 2016 décerné par l'AQT et Investissement Québec. Il n'y a pas à dire, je me sens petit dans mes culottes. Salut David, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Salut Jonathan. Bienvenue au lounge. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de recevoir un entrepreneur d'une grande compagnie comme la vôtre, qui compte, comme j'ai dit dans l'intro, parmi leurs clients des grandes compagnies comme Walt Disney, Nike, HBO. Et Comme Walt Disney, SpaceX, la NASA, on a au Québec, on a Jardin, on a l'Auto-Québec, on en a de partout dans le monde. OK, ouais, ben c'est cool ça. Puis tu veux-tu nous parler un peu de toi, ce que tu fais dans la vie pour gagner ta vie et si tu as des passe-temps autres que l'entrepreneuriat qui te passionnent? Oui. Dans le fond, ce que je fais, c'est que dans le fond, je suis à temps plein président d'Evolution. Et puis, mais je suis par défaut un programmeur. Ma carrière a commencé vraiment au niveau programmation. Moi, j'ai commencé. Je suis pas sûr que j'aille aussi loin que mes études, là, où on peut y revenir plus tard. Ouais, si tu veux. Dans le fond, moi, j'ai étudié au Cégep à Trois-Rivières. Je m'en allais vers les sciences, sciences santé ou sciences plus physique, la physique là, ou la chimie. Mm-hmm. Puis finalement, dernière minute, j'ai décidé de m'en aller en enseignement au secondaire de l'informatique à l'Université de Montréal. Puis complètement changé de carrière. Puis après 2 ans, ils ont décidé que l'enseignement de l'informatique et de l'économie, qui étaient mes deux disciplines, était annulé, qu'il n'y en avait plus maintenant dans le curriculum du secondaire. Donc, c'est le fun. Ouais, j'ai levé ma main, puis j'avais demandé c'était le recteur, j'avais dit, moi, c'est mes deux disciplines, fait que qu'est-ce que je fais? Et froidement, il m'a répondu, change de matière. Fait que, OK. Wow. Fait que j'ai décidé complètement de changer, d'abandonner le côté enseignement, puis je me suis allé en informatique. Puis un été, j'ai accepté un emploi d'été. Eux autres cherchaient un programmeur dans le temps, c'était du Delphi. Puis j'ai commencé, c'était à Boucherville, chez Pirel. La petite compagnie, c'était vraiment, vraiment sharp. Elle existe encore, puis j'ai des amis qui sont encore là. C'est toujours d'actualité. Puis je suis jamais retourné à l'université, en fait. C'est ça qui est J'ai fait 3 ans là, j'ai appris. C'est souvent ce que je dis aux gens, la beauté de l'informatique, c'est que le diplôme, les études, c'est un moyen, mais tu peux quand même être beaucoup autodidacte. Fait que tu demandais, autre que l'entrepreneuriat, une chose que j'aime, c'est apprendre, c'est me documenter. Et puis on arrivera plus tard, là, si tu veux, dans le côté créer la compagnie, mais là, je suis vraiment un programmeur. Puis même si on est 80 employés, je continue de programmer, de superviser, j'aime ça. Puis ma passion, c'est c'est bon. Si on jase de ma maladie mentale maintenant, qui est des collections, c'est que j'aime tout collectionner des choses. C'est niaiseux, mais j'ai une collection de tu as le droit de rire. Tu m'invites à un dîner de con, là, je sais pas si tu as déjà vu le film Le Dîner de con. Oui. Tu m'invites, là, on est un team là, incroyable, je fais le con, puis on gagne, c'est sûr. Moi, je collectionne des figurines McFarlane. Et puis, c'est quoi ça déjà? C'est des action figures d'à peu près 7 pouces. Écoute, ils ont fait des. Avec les grosses têtes, là? Non. Ils en ont fait de hockey, ils en ont fait de sport, ils en ont fait de films, ils en ont fait d'horreur. Ouais. Tu sais, moi, une de mes préférées, c'est le petit chaperon rouge. C'est version 18 ans et plus, là. OK. Puis l'affaire, c'est que ce que j'aimais, c'est d'apprendre.
Parce que là, j'ai ma collection, j'ai à peu près 450 figurines, puis si tu me demandes elle est où, elle est dans le garage, dans des boîtes, ils savent pas, puis Ah, pas assuré, ça passera au feu. Ça doit valoir une quinzaine de mille, tout ce que j'ai, mais c'est pas grave. oh my Le God. plaisir, c'est de l'apprendre. Mhm. Puis c'est ça que j'ai aimé dans ce processus-là, parce que c'était comme une chasse au trésor. T'allais dans le temps dans les Zellers, dans les Walmart, puis c'était vendu, puis il fallait que tu trouves la figurine rare qui avait un défaut, puis de l'apprendre, de la OK. documenter. Souvent, c'est ça, tu sais, c'est la même chose que j'ai faite au niveau, je commençais à collectionner des œuvres d'art québécoises, des peintures. Après ça, j'ai commencé à collectionner des machines de pinball. Ça aussi, on en a une douzaine au bureau, puis il y en a des neuves, j'en ai une de 72, Ah, c'est le j'en ai fun. plein des années 90. Ils sont toutes dans un état collectionneur, puis tout le monde en profite. Fait que, tu sais, OK. fait que, tu sais, encore là, c'était d'apprendre. La première fois que j'ai acheté checké une machine, je connaissais rien, fait que c'est de rentrer dans l'univers. Puis ça fit bien avec la personnalité de l'informatique, parce qu'en informatique, t'as pas le choix de toujours apprendre, te renouveler. Il y a des nouveaux langages, des nouvelles technologies. Fait que côté passion, là, je te dirais que ça ressemble beaucoup à ça. Sinon, ben, j'ai 5 enfants, 2 à moi, 3 à ma conjointe. Fait qu'on a une vie familiale. Ça prend beaucoup de temps, puis c'est le fun. Parce que même si tu es chef d'entreprise, pour moi, c'est important d'être présent pour la famille. Là. Fait que, Mhm. que ce soit le camping, que ce soit le hockey, que ce soit le soccer, que ce soit des activités plus banales comme du vélo. Moi, c'est bien rare que je sois là à 5 heures à chaque jour à la maison. Ah, ça, c'est le fun, là. Justement, souvent, on pense que les entrepreneurs, les présidents de compagnie, justement, tu vas être obligé de faire des heures de fou. Puis le soir, probablement que peut-être aussi ta compagnie se fait quand même depuis 2004 qu'elle est lancée. Donc, c'est sûr que tu sais, depuis les années, il y a quand même des choses qui sont faites. Là. T'as un peu moins de peut-être de stress à te faire le soir, là, mais souvent, tu sais, justement, ils disent que tu penses continuellement à ça, que tu peux Ah, pas. mais ça reste Que tu- dans la douche, tu y penses tout le temps. Mais juste une petite note, la compagnie de 2004 à 2010, j'étais consultant, donc j'étais tout seul. OK, OK, Je m'en OK. allais d'une entreprise à l'autre pour dire, hey, regarde comment je suis beau, je suis fin, je peux t'aider à faire de la programmation. Puis pendant ce temps-là, j'ai essayé de développer des produits qui ont vraiment pas marché. Puis à un moment donné, par hasard, un hasard plus ou moins calculé, j'ai un de mes produits qui s'est mis à marcher vers 2010. Puis c'est là qu'on est devenu d'évolution dans notre forme actuelle. Par contre, j'ai gardé la Ah, OK. corporation telle quelle, ce qui fait que c'est pour Mhm. ça que le nom existe depuis 2004, mais sinon, c'est complètement une compagnie différente depuis 2010. Là. Ouais, ça que j'ai vu, vous aviez évolué avant ça, c'était juste du consulting, je Ouais, pense mais que tu c'était faisais? moi là, comme T'étais- consultant, mais j'essayais de créer des produits. Mhm. Puis j'ai eu Ok, ok, ok. un employé comme consultant pendant une courte période, mais tu sais, c'était toujours dans le but de créer des produits. Là. C'est juste que tu as besoin d'un revenu stable pour pouvoir développer tes produits à temps partiel puis éventuellement les lancer. Comme je te dis, Ouais, ouais, non, c'est ça. pas celui que tu penses qu'il va marcher des fois qui marche. Là. C'est ça qui est. Ouais, ouais, de ça. Ok. Malheureusement, c'est pas toujours ton petit préféré, celui que tu voudrais, Non, mais c'est celui qui difficile. tient le plus à cœur. Tu sais, dans le fond, il y a souvent, c'est super drôle parce que souvent ça donne que je jase avec des jeunes entrepreneurs, puis tu sais, je leur demande, tu sais, t'as-tu ton produit, tu l'as-tu lancé? Il dit ouais, j'ai quelqu'un qui travaille avec. Puis là, je dis ok, il paye-tu pour le produit? Il dit non, tu sais, c'est mon bêta, fait que je charge pas. Puis là, je dis pas de bonne idée. Faut que tu y charges parce que tu veux savoir si ton produit a un potentiel commercial. Je te donne un exemple. Mhm. Si je te dis, on va aller ramasser les déchets sur le bord du fleuve, c'est une maudite bonne idée. Mais est-ce que les gens sont prêts à Ouais, payer pour ça? C'est pas pareil. Fait que toi, quand tu lances en probablement affaires, pas. tu vas être sûr que les gens sont prêts à payer pour le service. Au pire, tu peux faire un petit rabais, mais faut que tu t'assures que ton premier client, il est prêt à payer parce que tu veux savoir si ça a une valeur commerciale. Même si tu veux faire ça à but non lucratif, il faut que tu survives pareil. Là. C'est Mhm. important de t'assurer, de valider que c'est un marché commercial et non pas juste valider que c'est un besoin. C'est la petite distinction que je fais. Ouais, c'est clair. Mais tantôt, justement, tu parlais que toi, c'est important pour toi de revenir à 5 heures avec la famille, mais toi, ça semblerait justement à quoi une journée typique de job? T'as-tu une routine? T'es-tu quelqu'un qui a pas mal la même journée de travail Oui, régulièrement? mes journées de travail, ça ressemble pas mal. Je te dirais que dépendamment les petits rendez-vous, qu'est-ce qui change, ça peut faire une différence. Là, mais en général, le matin, j'arrive au bureau vers 7h30, je vais reconduire mon gars à l'école.
Et puis, dans le fond, après ça, je fais mes emails, je fais les courriels. Ensuite, si j'ai des meetings dans la journée, je fais les meetings, je vais rencontrer les équipes. Entre-temps, je réponds sur le forum. Nous autres, on a un forum, il y a, je ne veux pas dire de la niaiserie, mais je pense qu'on a à peu près 60 000 messages, une douzaine de mille de threads. Notre forum, c'est notre communauté, puis ça attire vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'est un moyen de communication qu'on a par rapport à la communauté de nos utilisateurs. Puis on a du monde de partout dans le monde, fait que ça nous permet aussi de répondre un petit peu en décalage. Puis je suis encore très, très actif sur le forum. Le support embarque pour tout ce qui est niveau 1, mais souvent les demandes, c'est moi qui les prends, qui les assimile. Ensuite, ben, comme je te dis, je fais le tour des équipes de développement, je vais voir un peu le marketing des fois, j'ai des réunions, puis vers 4h30, je vais chercher mon garçon à l'école. Puis habituellement, de 5h jusqu'à 8h, que les enfants sont couchés, je retouche à rien, puis je vais peut-être faire une demi-heure, des fois 1 heure, mais des fois moins que ça de travail avant de me coucher. Vu que ça roule 24 sur 24, c'est moins stressant d'en éliminer un petit peu le soir, puis le lendemain, tu peux répondre. Mais tu sais, aussi, on a une façon spéciale de répondre. Des fois, quand quelqu'un t'écrit un message, une demande, tu y réponds rapidement avec une question. Genre, quelle version de produit tu utilises? T'es sur Windows ou c'est-tu avec ton mobile? N'importe quoi, juste pour acheter du temps puis voir ça prend combien de temps avant qu'il te réponde. Fait que tu sais, s'il te répond dans 5 minutes parce que le gars, il est devant son ordinateur, il est actif, là, tu peux te permettre de prioriser un petit peu puis d'investiguer un petit peu plus ou de mettre un peu plus de temps. Mais tu sais, des fois, les gens, ils vont écrire à 5 heures le soir de leur time zone, puis ils s'en vont. Fait que t'as pas besoin de te dépêcher à répondre. Fait que tu lui poses ta question, puis si tu réponds juste le lendemain, ben tu sais que là, il est disponible, puis souvent, ça te permet de gager. Fait que, on achète du temps comme ça. Fait que, ouais, c'est bon. C'est une des choses. Fait que ça ressemble pas mal à ça, ma routine. Nous autres, au bureau, c'est assez relax. On fait pas d'overtime. On a des jeux, parce que c'est très créatif. Là. C'est beaucoup. Sur 80, on a à peu près pas loin de 50 qui sont soit programmeurs ou DevOps ou plus proches de la programmation, assez technique, mettons. Là. Et puis, fait que, ça va jouer justement au baby-foot, ça va jouer à des jeux en ligne, ça va jouer à Smash, ça va jouer au pinball, vu qu'on a une machine, ça va jouer au ping-pong. Fait que ça, dans la journée, là, il y a tous des moments où les gens arrêtent puis ils vont s'amuser un peu pour recréer de l'énergie intellectuelle. Là. C'est pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue mentale de regarder un ordinateur à journée longue qu'on a. Ouais, c'est clair, à un moment donné, là, tu vois plus le bout, là, quand tu travailles tout le temps sur le même projet, là, t'as besoin de te changer un peu. T'as des illuminations quand tu t'échanges des idées. Ouais. Tu trouves des solutions plus c'est vrai, hein? Clairement. Ah, c'est l'environnement, l'ambiance de travail, elle doit être vraiment le fun. Oui, on a même un gym avec, on a 3 douches, fait que il y a des gens à terrain dans les bars, fait qu'il y a des gens qui vont venir en vélo, il y a des gens qui vont aller courir, ça aussi c'est bon pour le mental, puis l'esprit d'équipe aussi, parce que les gens ils se regroupent pour soit jouer, soit aller courir ensemble, c'est vraiment une belle j'avoue, énergie. Ouais. C'est clair, ça fait justement une bonne esprit d'équipe que justement on retrouve moins comme tu sais, si je me fie un peu moi les jobs que j'ai eu, le monde c'est bien rare qu'on faisait de quoi ensemble. Effectivement, nous autres on essaie de mettre ça propice puis pas dans un environnement compétitif. Ouais, j'avoue. Fait que, j'avoue que c'est vraiment une bonne idée. Le but c'est d'intégrer les gens là, le plus possible. Cool. Avec toutes les pour être rendu aussi haut que t'es aujourd'hui présentement, que la compagnie allait présentement, t'as sûrement eu beaucoup d'épreuves à surmonter avant de te rendre où est-ce que t'es présentement. Tu dirais que ce serait quoi la pire épreuve que t'as eu à surmonter en tant qu'entrepreneur? Puis c'est quoi que t'as appris de cette situation-là? Ben, en fait, là, je te dirais que la pire épreuve, je l'ai eue avant de devenir entrepreneur. C'est des produits qui marchent pas. Ils ne vendaient juste pas. La mise en marché, là, c'est vraiment difficile. Puis souvent, les gens, ils ont plein de bonnes idées. Moi, ça me fait super rire le film Facebook parce que tu sais, t'avais je sais pas si tu l'as vu. Non, malheureusement. Il y avait 2 gars avec qui avaient parti le Facebook, deux jumeaux de Harvard qui avaient parti Facebook avec Zuckerberg. Puis ils l'ont poursuivi parce que tu sais, bon, ils auraient ça je l'ai entendu parler. arnaqué, mais
Mais ces gars-là auraient jamais amené Facebook où ce que c'est. Puis il y avait Classmate avant. Fait que souvent, là, Google, quand c'est arrivé, Yahoo dominait les recherches. Tu sais, c'est pas l'idée en tant que telle, c'est toute l'exécution. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers mon parcours d'entrepreneur parce que je me souviens, moi, à un moment donné, j'avais eu du coaching, on a eu du coaching du MIT. Ils venaient à Montréal donner des formations. Nous autres, on est allés, quand je dis nous, c'est l'équipe de dévolution parce que c'était la direction qui était intéressante. Nous autres, on était à Boston. Puis à un moment donné, je me souviens, on a fait un gros workshop de 2 jours intense. C'était une étude de cas en Suède. La Suède, ça ressemble beaucoup au Québec parce qu'en Suède, ça parle suédois dans un environnement dans une Europe qui parle autre chose que suédois. Puis nous autres, au Québec, on parle français dans une Amérique qui parle autre chose que le français. Puis le gars, il avait vendu, je pense qu'il disait qu'il avait vendu sa compagnie pour 250 millions. Puis une affaire de même. Puis là, il disait qu'il avait rencontré le prof du MIT à l'aéroport, puis que dans sa poche, il y avait sa nouvelle idée sur une feuille de papier. Puis là, le prof, il me dit, je l'ai dans ma poche ici. Puis là, il demande à tout le monde, on est peut-être une trentaine dans ce workshop-là, il demande qui investirait dans sa compagnie au gars. Puis hey, tout le monde, là, même moi, le cave, j'ai levé ma main. Puis là, il a sorti, puis il a déplié sa feuille de papier, puis c'était blanc. Blanc. Tu comprends? Là, j'ai réalisé que hey, l'idée est pas importante. Le track record du gars était bon. Le gars l'avait fait. Il a été capable. Il va sûrement être capable de le refaire. Tu comprends? Fait que c'est pas juste l'idée. Fait que c'est toute l'exécution. Puis c'est là que moi, j'ai réalisé que même si j'avais un background qui est plus technique, les idées, là, puis souvent les gens, là, ils vont regarder les dragons, vont regarder les affaires de même, puis ils ont plein d'idées, mais soit qu'ils n'ont pas le courage d'y aller, soit qu'ils disent « Ah, moi, j'en parlerai pas parce que je vais me faire voler mon idée. » Mais c'est tellement... C'est fake parce que je te le dis, c'est pas facile de faire quelque chose. Tu pourrais dire à tout le monde c'est quoi ton idée. Tout le monde va te dire, découragés vont te dire ça existe, tout ça, mais tu vas le faire. Tu sais, il y a des gens qui ont parti, je sais pas moi, Pure Vodka, ils compétitionnent toutes le fort qui existe. Tu sais, il y a plein de gens qui, pourtant, ils l'ont fait, puis il a fallu qu'ils fassent des concours. Tu sais, c'est des exemples de même. Là, c'est difficile. On vit dans un monde où tout existe. Puis c'est pas vrai que tu vas faire l'invention du siècle. C'est toutes des itérations mineures, des améliorations. Je sais pas si tu connais Slack. Ouais, ben oui, je m'en sers. C'est comme un gros messenger différent, là. Tu sais, je veux dire, puis ça rentre dans des entreprises très fort. Quand Google Chrome est arrivé, il y avait Firefox, il y avait IA. C'est difficile, l'innovation totale. C'est toutes des itérations. C'est pour ça que souvent, là, ce qui est le fun, c'est que tu as des logiciels ou des solutions très, très complètes. Ça devient tellement complexe parce que c'est complet que toi, tu peux innover par ta simplicité d'utilisation. Fait que tu sais, c'est ça qui est comme un balancier. Puis en fait, si tu me permets, je vais t'expliquer d'où vient le nom d'évolution. Ben oui, s'il vous plaît. Je sais pas si tu l'avais dans ta liste de questions, là, mais... Non, mais justement, mais j'avoue que je me le demandais en m'en revenant. J'étais allé courir un peu, là, puis je me le demandais, justement. J'étais, hey, c'est vrai, c'est quoi ça sort... L'évolution, là, la vraie définition d'une dévolution, là, c'est pas l'inverse d'une évolution. OK? La dévolution, c'est une décentralisation des pouvoirs en politique. OK. Bon. Mais moi, je trouvais que ça sonnait cool en anglais et en français. Puis je trouvais que ça faisait comme l'inverse, ça laissait sous-entendre que c'était l'inverse de l'évolution parce qu'on dévolue. Parce que moi, je crois beaucoup que les innovations, c'est des itérations du passé. Je m'explique. Il y a longtemps, ce qui gouvernait l'informatique, c'était des méga ordinateurs, des PDP-11, tout ça, des gros mainframes que les gens arrivaient avec un terminal se connectaient. Ensuite est arrivé l'ère des PC. Ensuite est arrivé les mainframes qui sont revenus, ils ont réattaqué, puis on a appelé ça l'Internet. Parce que dans le fond, c'est des gros ordinateurs, là, puis notre accès à Internet, c'est un terminal. Et les PC ont réattaqué, puis on a appelé ça des smartphones. Fait que la vie, c'est une évolution. Tu sais, pattes d'éléphant comme pantalon, plus à la mode. Waouh, ça revient à la mode. Des vêtements colorés, carottés, c'est plus à la mode. Les tapisseries. Il y a quelques années, là, plus personne ne mettait de tapisserie sur leur mur. Là, bang, les tapisseries reviennent. Tu sais, c'est tout le temps des cycles comme ça, avec une petite nuance. Une petite adaptation au monde moderne. C'est pour ça que je disais que c'est ça que je trouvais cool, une dévolution, c'est que ça change, mais ça devient toujours pareil. C'est de là que je trouvais, comme je dis, que ça sonnait bien en dévolution en français ou devolutions en anglais.
Ben ouais, je trouve que c'est vraiment un beau nom. Là. Mais j'avoue, moi aussi, je pensais que c'est au début quand je pensais que c'est le contraire d'une évolution, ça fait pas de sens. Tu veux savoir pourquoi il y a un Il S? appellerait pas vraiment ça. Tu veux savoir pourquoi Pardon? il y a un S? Parce que Ouais, vas-y Devolution. donc, ça aussi. Le S, c'est tout simplement que je n'étais pas capable d'acheter aucun .com, .net, pas de S. C'est aussi simple que ça. Ok. Maintenant, on est content parce Ah, qu'on a Devolution.com qu'on a acheté pour, je pense que ça nous a coûté 5 000 euros. Puis ok. qu'on n'a même pas transféré, mais au moins on le possède, on est sûr de ne pas se le faire voler si un jour on veut l'utiliser. Mais tu sais, Ah, il y a j'avoue. longtemps, on n'aurait pas eu les moyens de payer 5 000 euros. Maintenant, tu te dis, bon, regarde, on va s'assurer maintenant qu'on l'a avant qu'il nous en demande 50. Ouais, exactement. C'est Fait clair. que c'est de là que vient le nom. Cool. Comment est arrivé, mettons, je te dirais, ce software-là, avant ceux qui ont pas bien marché, c'était un peu quel type de software que t'essayais de Ah, faire c'était avant? quand même assez technique. C'était un logiciel pour OK. analyser les traces réseau. Sinon, il y avait j'étais un peu moins technique, c'était comme un logiciel de raccourci. Puis, à un moment donné, moi, j'ai eu besoin d'un logiciel pour me connecter ces différents ordinateurs de test où ce que je travaillais comme consultant. Cette année de taper le mot de Mhm. passe. C'était pas des mots de passe secure, là. C'était des 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ça me tentait pas de le taper. Fait que là, j'ai créé Remote Desktop Manager, qui est notre produit phare maintenant. Juste pour mes besoins, ça roulait dans Windows minimisé. Là, j'avais ma liste d'ordinateurs, je le cliquais dessus, puis ça l'ouvrait la connexion pour moi. Là. Puis écoute, c'était gratuit. Là. Ah, c'est cool, ça. À un moment donné, il y a quelqu'un Wow. qui me demande de faire une version avec une base de données. Donc, lui, ce que ça faisait, c'est qu'il créait une base de données, puis il pouvait avoir plusieurs utilisateurs de la même base de données pour partager l'information. C'était super utile parce que dans mon cas, ben, tous mes laboratoires, mes ordi de laboratoire, je pouvais les centraliser, puis tout le monde qui était avec moi comme collègue de travail pouvait se connecter, puis s'il y en avait un nouveau qui s'ajoutait, on l'ajoutait dans la base de données. Fait que je l'ai fait pour le gars, puis le gars m'a envoyé une donation de 150$ US. C'est par PayPal. Tu te dis, aïe, pourquoi tu me donnes 150$? C'est gratuit, tout ça. Tu sais, ce coup-là, là, j'ai été très chanceux parce que mon flair a été de voir que si quelqu'un est prêt à payer 150$ quand c'est gratuit, c'est qu'il y a un besoin commercial. Mhm. Donc, j'ai fait ma première version qui était la version 5.5 du produit. Les autres versions étaient toutes gratuites, qui était une version commerciale. Écoute, la différence entre la version entreprise et la version gratuite, c'était pratiquement support email. C'est à peu près juste ça. Là. OK. Mais c'était suffisant. Là, j'ai commencé à vendre à 19,99 sur PayPal. Puis à un moment donné, j'avais une licence de site qui se vendait 400$. Maintenant, nos licences, c'est 150$. La licence de site, c'est 3500$. Fait que tu sais, nos prix ont beaucoup changé, mais le produit a énormément évolué. Et il y a eu beaucoup d'intelligence qui a été rajoutée dedans. Puis ce qu'on faisait au début, là, c'était complètement, c'était rien, mais c'était suffisant pour adresser un petit besoin. Puis tranquillement, le besoin a évolué de plus en plus. Fait Ouais, exactement. Faut que tu saches t'adapter ou sinon tu meurs. exact. Et puis, c'est là Mais qu'on est rendu, nous autres, à introduire des nouveaux produits dans le marché, similaires, complémentaires à ce qu'on offre présentement. mhm. Ah, c'est cool. Ah, mais c'est que dans le fond, au début, ton idée est venue que tu avais un besoin Personnel. à remplir, puis un besoin, puis en plus, c'était personnel. C'est souvent ça, en plus, il y en a beaucoup des business que c'était pour un besoin personnel, puis ça a fini que ils vendent ça à du monde. C'est vraiment... Effectivement. Fait que c'est là que tu valides qu'il y a quelqu'un. Mais ce qui est difficile, c'est de savoir si le monde est prêt à l'acheter. Là. Mais on a beaucoup Mhm. évolué parce qu'on a créé, nous autres, notre particularité, c'est notre modèle d'affaires. On a deux grosses particularités que je te dirais. C'est premièrement, on est basé à Lavaltrie, donc on n'est pas à Montréal ni à Québec, on est loin d'un grand centre urbain. Au début, c'était juste parce que justement, je voulais pouvoir arriver à la maison, parce que j'ai travaillé à l'île des Sœurs, à Outremont. C'était l'enfer, là, le trafic. Là. Mhm. Tu sais, quand je dis que mes enfants ils en profitent aussi parce que je suis proche, tu sais, moi, une mauvaise journée où ce que j'arrive en retard, là, c'est parce que j'ai pogné le camion de vidange, là, puis il m'a ralenti de la minute le temps que je puisse le dépasser. Ça c'est mon trafic. Là. C'est à moins de 1 kilomètre de chez nous. Puis maintenant, il y a beaucoup Ah ouais. d'avantages. Pour le recrutement, on attire tout le monde de Montréal, tout le monde de l'extérieur, de la banlieue, de Laval, de Trois-Rivières, à la limite, parce que ça se fait bien, t'as pas de trafic. On les amène à la Ouais, Valtrie. j'avoue. Puis l'autre particularité, c'est qu'on a un modèle d'affaires sans vendeur. Donc, on vend des grosses compagnies, mais jamais qu'on a des représentants qui vont appeler « Hey, ça te tente-tu d'essayer notre logiciel? »
Nous autres, le principe, là, il est relativement simple. Puis, si tu me permets, je vais te faire une image. Imagine-toi qu'on vend des Ben autos. oui. Puis, je te dis, hey, moi, je vais m'installer à la sortie du métro. Les gens qui sortent du métro, je vais leur proposer mon auto. Fait que c'est bien, parce que tu dis, crème, il arrive en métro, c'est un lead qualifié, il n'y a pas de char. Fait que c'est un client On aime ça. potentiel. Et là, il faut que tu trouves pourquoi il vient en métro. Il vient-tu pour des raisons d'environnement? Il vient-tu pour des raisons économiques? Il vient-tu en métro parce que sa femme a pris l'auto? Puis là, tu es obligé de travailler fort pour le convaincre d'acheter un char. Moi, mon principe, c'est que j'ai un garage. Le monde, je les attire dans mon garage. Mais quand ils sont dans mon garage, je les traite bien. Puis j'essaie de leur vendre le char, mais ils ont déjà de l'intérêt parce que c'est ça, c'est un concessionnaire auto que j'ai. Fait que si quelqu'un vient voir mes autos, déjà, j'ai juste à y vendre et à y expliquer l'auto. J'ai pas à le convaincre de son besoin d'acheter une auto. Fait que c'est plus ce principe-là. Ce qui fait qu'au début, c'est difficile parce que faut attirer le monde dans ton garage. Fait que c'est tout ce qu'on appelle du inbound marketing. Nous autres, on a dans notre compagnie, on a un département complet de marketing, ils sont 6. La seule chose qu'ils font, c'est s'assurer d'attirer les gens. Fait que souvent, tu peux faire affaire avec des agences de pub, des choses-là. Nous autres, on l'a bâti à l'interne. Fait qu'on a notre graphiste, on a notre programmeur web. Puis quand je parle de programmeur web, c'est pour les marketing, c'est pas pour les produits. Ça, c'est une autre équipe. On a les coordonnateurs marketing, on a des gens qui font des vidéos, des gens qui font du contenu sur le blog. C'est une chose qu'on fait continuellement. Puis ce qui fait que tu grandis, puis t'as pas de vendeurs en tant que tel qui viennent gérer la shop. Là. Tout le monde travaille avec la même synergie, tout le monde a le même pied d'égalité. Là. C'est pas juste celui qui ferme le deal à la fin qui est le grand champion de la compagnie. Ouais, non, ok. Ah, c'est cool. Fait que c'est une de nos particularités. Ah, mais c'est ça. J'avoue, justement, quand t'as pas à aller casser plus les clients qui viennent à toi, c'est déjà comme pas plus facile, là, mais c'est sûr qu'après ça, faut que tu les convainques que c'est ton produit qu'il faut qu'ils prennent. Effectivement, mais déjà, ils ont un besoin puis sont déjà qualifiés là, à ce côté-là. Mais tu sais, dans notre cas, ce qui est intéressant, c'est qu'éventuellement, on a mis en place une équipe de vente interne. C'est pas des vendeurs. Ces gens-là, ils sont là pour le succès. Tu sais, c'est des customer success. Ils vont recevoir des bons de commande, ils vont s'occuper des renouvellements, ils vont faire des prix des fois si faut faire tu sais, des fois si tout se négocie là, tu sais, si t'as besoin quand tu vends à Disney ou quand tu vends un petit, des fois il y a de la marge de manœuvre par rapport au nombre de clients. Eux autres vont s'occuper de ça, mais ils feront pas de sollicitation. Tu sais, exemple, si tu me dis, moi, mon beau-frère, il travaille chez Pratt Whitney, dans le département d'informatique, je suis sûr qu'il aimerait ça ton logiciel, je vais te donner son nom, tu l'appelleras. Je l'appellerai pas. Nous autres, la manière qu'on marche, c'est que s'il est intéressé, il va télécharger le logiciel, la version gratuite. Juste faire attention, un produit gratuit, là, c'est pas une stratégie de prix, c'est une stratégie marketing. Fait que le produit gratuit, il l'essaye, puis là, il dit, ben, ça serait le fun de travailler en équipe avec ce produit-là. Là, ça te prend le produit entreprise. Puis là, il se met à acheter des licences parce qu'il voit tout de suite la valeur du produit. Ouais, exactement. Faut que tu donnes de la valeur souvent avant de pouvoir demander de quoi, de l'argent en C'est retour. ça. Tu sais, le inbound marketing ou les conférenciers, souvent, les meilleurs conférenciers d'affaires, c'est des gens qui vont te donner de la valeur, ils vont t'expliquer, puis ils ont même pas besoin de te dire OK, là, j'ai une liste secrète, puis si tu viens me voir, je vais te donner la liste secrète. Non, non, tu montes, tu donnes la liste, puis tu dis si jamais tu as besoin d'aide dans la liste. Tu sais, si le conférencier, c'est un avocat, puis qui te parle de propriété intellectuelle, puis tu le regardes, puis le gars, il a l'air brillant, tu sais ce qu'il connaît, à la fin, là, il aura beau t'avoir tout donné sa connaissance, tu vas quand même faire affaire avec lui parce que tu sais que c'est le bon gars, que c'est la sommité, c'est l'expert, puis tu veux faire affaire avec lui. Tu sais, c'est pas genre, si vous voulez plus de détails, venez me voir nécessairement. C'est pas cette attitude-là qui va fonctionner. C'est plus généreux. Nous autres, on fait des blogs, on donne du contenu, puis à un moment donné, tu te bâtis comme la référence. Et là, les gens viennent te voir parce que tu es la référence, puis après ça, les gens veulent faire affaire avec toi parce que tu es la référence. C'est ça le inbound marketing versus le outbound. C'est que tu attires les gens vers toi. Ouais, ok. Ouais, j'avoue, j'avais pas allumé. Je viens de comprendre. C'est un peu comme, je sais pas moi, un concessionnaire comme Paillé qui vend beaucoup de camions, nous autres dans la Nodière, mais tu sais, c'est la référence pour les camions, là. Fait que quand tu vas là, Ouais. le vendeur, il y a une commission, mais tu y allais parce que c'était la référence en camion, là. Tu sais, j'ai ramené l'exemple
un petit peu à ça. Ou l'autre exemple, c'est les pharmaciens. Tu vas en pharmacie, tu demandes à ton pharmacien des conseils sur les médicaments, il va te montrer son expertise. Essaye pas de vendre des médicaments, nécessairement. Tu sais, tu vas faire confiance à ton pharmacien parce qu'il va dire, ah, ça, tu devrais pas, ou ça, tu devrais. Puis c'est là qu'il se positionne. C'est la différence que je trouve dans les dernières années. Les pharmaciens se sont bien positionnés comme, venez me voir, on va vous donner des conseils. Pas genre, viens payer pour une consultation de ton pharmacien. Ça, ils ont fait un beau travail là-dessus. Là. Puis, by the way, ben, t'achètes des choses dans leur magasin, tu vas chercher tes médicaments là, puis tu bâtis une fidélité, puis t'es content, puis t'as pas l'impression de te faire avoir, puis lui, il fait de l'argent, parce que c'est important de faire de l'argent. Parce que, tu sais, s'il donne ça, il y a un but rentable. Là. Fait que, tu sais, c'est un peu dans ce mode-là qu'on fonctionne, nous autres aussi. Ah, c'est cool. En tant qu'entrepreneur, tu dirais que ce serait quoi ta plus grande faiblesse? Ma plus grande faiblesse. C'est dur à dire de même. Moi, en fait, je pense que c'est pour les autres. Des fois, je peux être imprévisible. Parce que je suis un gars très, très gentil, très, très généreux. Puis des fois, là, il y a une limite qui passe, puis je deviens Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Là. Parce que Je sais pas c'est qui, mais j'imagine que tu dois pas être bien. c'est Dr. Jekyll, c'est le gentil docteur, puis quand il prenait une potion, il devenait Mr. Hyde, il devenait un monstre. OK. Moi, je suis gentil comme ça, mais quand on pile sur une limite, là, je deviens pas très, très gentil, là. Et assez direct, là. Fait que je te dirais que c'est une faiblesse. Je peux manquer de tact des fois. Mais à première vue, je suis je suis tout le temps souriant, tu sais. Moi, j'aime aider les gens, puis je fais jamais ça pour des raisons d'argent, pécuniaire, tu sais, c'est ça. Je te dirais ça. Faiblesse, fait que ça m'amène des fois à être un peu bonasse. Tu sais, à être, OK, c'est correct. Jusqu'à temps qu'on atteigne une limite. Puis là, les gens se rendent compte que, oups, on a franchi une limite, là. Autant, c'est pas nécessairement des employés, là, que je parle, mais tu sais, un fournisseur, il pourrait dire, tu sais, à un moment donné, il atteint une limite où c'est pas drôle, là. Mais j'en ai sûrement d'autres, mais c'est la première faiblesse. En fait, j'en ai d'autres, là, mais c'est la première qui me vient en tête, là, comme faiblesse. Tu sais, je suis pas trop nerveux. C'est sûr qu'à un moment donné, on a atteint un million en payroll, là. Celui-là, ce jour-là, j'ai trouvé rough, là, parce que là, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui dépendaient de moi. C'est clair. Mes faiblesses, j'ai une bonne équipe de management. Souvent, des fois, j'ai tendance à prendre trop de place. Il faut que je leur laisse de la place. On tente de bâtir le middle management. C'est un beau challenge. On a grandi très, très vite. Mais on a très peu de roulement. Toute mon équipe est encore en place. Puis on connecte bien. Là, on pense pareil. On vient tous à peu près de la même formation. Si je parlais du MIT, là, on vient à peu près tous de cette formation-là. On était tous jeunes en tant qu'entreprise quand on a eu cette formation-là. Puis nous autres, on a été chanceux. Ça s'appelait le programme Croissance Québec Techno. Puis il demandait 15 employés, 1 million de chiffre d'affaires. Écoute, je pense qu'on était 6 employés avec 350 000 de chiffre d'affaires. Puis on a réussi, on avait une lettre de référence béton, on a fait les entrevues. Puis écoute, on a-tu été chanceux, puis cette année-là, il y avait moins de demandes? Je sais pas, parce que l'année d'après, c'était tough en tabarnouche rentré. Mais on est rentré, fait que l'arbre, au lieu de pousser croche, puis de revenir droit, nous autres, on était très, très petits, parce que les compagnies qui étaient là, il y avait déjà des mauvais plis. Alors que nous autres, on était juste trop jeunes pour avoir des mauvais plis, fait qu'on est parti quand même assez droit. Là. Ça faisait combien de temps que la compagnie était partie quand vous avez fait ça? 2 ans. Ah, c'est bon quand même. Hein? Parce qu'on n'a pas parlé comment c'est parti, je t'expliquais le besoin, mais en fait, la vraie chose qui est partie, c'est qu'à un moment donné, il y a une compagnie américaine qui m'a téléphoné, puis il voulait faire un white label. Je sais pas si ça dit quoi, tu sais, c'est dans le fond, c'est prendre ta version puis mettre leur nom dessus. Ouais, ok, oui. Fait que de mon produit, parce que les autres, ils louaient des ordinateurs sur Internet, puis ils voulaient utiliser mon logiciel comme connecteur à leurs ordinateurs. Fait que, tu sais, c'était la liste des ordis venaient de leur serveur, et ainsi de suite. Fait que c'est pour ça. Et puis, il me demande combien tu charges pour ça. Écoute, attends, sais-tu, je pense que j'avais dit, j'avais demandé 150 000. Puis, non, 100 000. J'avais demandé 100 000. Fait que, puis il m'avait dit comment justifier ça. Écoute, j'avais inventé une histoire, là. Je travaillais à temps plein ailleurs, c'était rien, là. Fait que c'était des Américains de Boston. Finalement, ils ont accepté.
fais le deal avec les avocats, ils payent, commencent à payer, parce que ça, si tu signes ce deal-là, là, tu commences pas à le dépenser tant que tu n'as pas reçu le premier chèque. Ils payaient aux 3 mois, puis c'était sur 2 ans. Fait que j'engage mes premiers employés avec mes petits 20$ de PayPal qui rentraient. Puis je continue à travailler, puis grandis. Puis au bout de 1 an et demi, peut-être 1 an, ils me disent, ben là, on peut-tu te payer aux 4 mois? Puis là, ça s'étire. Puis à un moment donné, ben, le dernier paiement, c'est un paiement de 12 000. Moi, ça faisait plus que 2 ans. Ils le faisaient pas. Hein. Mais c'est pas grave parce que moi, mes produits commençaient à décoller puis j'étais rendu autonome. Fait qu'eux autres, dans le fond, ils ont fait le premier financement de dévolution. C'est un financement Ah, non c'est cool. remboursable. La seule affaire, c'est qu'à la fin, il fallait que je donne mon code source de mon logiciel. Là, ils Ah, n'ont pas fait le OK. dernier paiement. Là, à un moment donné, les années passent. Peut-être 2 ans et demi après, je reçois un coup de téléphone. Hey, bonjour, monsieur Hervieux, on vient de se rendre compte qu'on a oublié de vous faire le dernier paiement. Est-ce qu'on peut régler ça, tout ça? Puis là, je leur dis, je dis, vois encore mon logiciel. Elle dit, ben non, on a changé, on utilisait telle chose à la place. Fait que là, moi, mon intuition me dit, écoute, Mhm. ces gars-là sont en ce qu'on appelle un due diligence. Ça veut dire qu'il y a une compagnie qui est en train de faire une transaction, puis ils vérifient s'il n'y a pas des fantômes dans le placard, ou des squelettes dans le placard, en fait. Là. OK. Fait que là, moi, je Mhm. dis aux gars, je dis, gars, on va faire un deal avec vous autres. Je dis, je vous donne pas mon code source, puis vous me faites pas le dernier paiement. Fait qu'il dit, ah, c'est parfait, parfait, signe les papiers, tout ça. 2 semaines après, cette compagnie-là a été achetée par VMware. Fait que, tu sais, même s'ils voulaient pas mon code source, s'ils l'avaient eu, il aurait fait partie du package de ce qu'ils ont. Mon code source, ça serait ramassé chez une grosse compagnie qui maintenant appartient à Dell, qui maintenant, tu sais, tu veux pas que ça circule. Fait que moi, ça m'a coûté 12 000 US pour closer ça, puis j'ai eu la présence d'esprit de pas vouloir le 12 000, mais j'ai protégé ma propriété intellectuelle. Oh my God, c'est vraiment un bon deal, ça. Justement, t'as été vite, pareil, justement, tu Ben, pensais. c'était mon feeling, mon feeling. Quand t'as pas payé Mhm. quelqu'un pendant 2 ans, tu te bats pas pour le repayer après, là. Surtout si, parce que moi, je l'ai jamais dérangé, parce que je savais que j'avais un devoir associé au paiement, là. Fait que j'aimais mieux étirer. Je n'étais plus là, de toute façon. Mhm. Wow, c'est vraiment nice comme histoire. Fait que, Mais en 2 ans, vous avez-tu eu d'autres clients qui s'étaient rajoutés ou? ah oui, oui, on roulait, là. Je me souviens plus qui qu'on avait comme client, mais oui, oui, le prix avait changé, puis on était vraiment dans une business, là. Tu sais, c'est ça, on devait avoir ça, là, 300 000 400 000 de chiffre d'affaires. Tu sais, nous autres, dans le logiciel, si t'as pas de matière première, t'achètes des ordis, mais le reste, c'est du salaire, surtout, là. Ouais, vous faites du marketing. Mais ça, justement, vous devez pas nécessairement faire de pub pour votre Ben, nous autres, pour vos non, produits. on a essayé plein de sortes de pubs, mais la pub, dans notre cas, c'est qu'on vend tellement notre logiciel pas cher que faire une pub, mettons, des mots-clés sur Internet nous coûte trop cher. Puis on est très ciblé, on n'a pas vraiment OK. parlé du produit, mais notre produit, c'est un logiciel de gestion de connexion à distance, c'est le mot de passe, mais pour les entreprises. Fait que tu sais, si t'attires mon père ou mon oncle qui lui clique, puis ça te coûte 2 piastres parce qu'il pense que c'est un logiciel juste pour connexion à distance, n'importe quoi, je vais aider ma sœur ou c'est pas ça. Nous autres, c'est vraiment le gestionnaire. Fait que c'est vendu aux gestionnaires réseau en général. Fait que c'est facile d'attirer la mauvaise clientèle. Quand je dis la mauvaise, c'est pas qu'elle est pas fine, c'est que elle va dire ah c'est pas ça que je pensais que c'était ton logiciel, mais c'est pas grave, il a déjà Ouais. cliqué, tu as déjà payé pour le coût par clic. C'est pour ça que c'est difficile de faire la publicité. Ouais, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais justement, là, mettons, tu jugerais, ce serait quoi la différence entre vos produits puis, mettons, TeamViewer, Bon, c'est facile. euh, TeamViewer, c'est un produit qu'on intègre dans notre produit. Parce que nous autres, on intègre plein de connexions à distance. Ça peut être des sites web, ça peut être du FTP, ça peut être du remote desktop, ça peut être TeamViewer, ça peut être LogMeIn. Fait que les gens, ils se construisent un espèce de gros dashboard de toutes leurs connexions. Soit pour les routeurs, les outils internes, les serveurs, ou pour se connecter chez des clients. Puis après ça, ils double-cliquent dessus, puis ça rentre le mot de passe. Ce qui fait que, mettons, tu travailles avec moi, puis que je te donne accès à un mhm. serveur. Aujourd'hui, tu peux te connecter, mais tu n'auras jamais tapé le mot de passe. Fait que tu ne le sauras pas. Demain, je pourrais te Ouais, ouais. transférer, je pourrais te mettre dehors, tu pourrais me donner ta démission. Je t'enlève l'accès, puis tu ne seras pas un danger pour la compagnie parce que tu ne connaîtras pas le mot de passe. Fait que J'avoue, c'est ok. pour ça que c'est pas un LastPass ou dans le temps, il y avait Passwordbox au Québec. C'est pas ça, parce que ça, c'est un Ouais. gestionnaire de mots de passe personnel. Puis tous tes mots de passe sont pratiquement juste pour des connexions web, des sites web. Nous, là, c'est souvent pour des routeurs, les switches, les imprimantes, les serveurs. C'est vraiment plus orienté pour le IT. Ok, ok, ok. Ouais, je comprends.
Puis tantôt, je t'ai demandé ta plus grande faiblesse. Là, tu penses que ce serait quoi ta plus grande force dans l'entrepreneuriat? La gestion du capital humain, je parle pas juste des employés, mais de comprendre les clients, de prendre mes douleurs à moi, euh, puis de les transformer, de les amener à les douleurs des gens. Tu sais, si moi il y a quelque chose qui me fatigue, je suis capable de voir pourquoi ça me fatigue pour faire la même chose. Tu sais, quand je te dis que tout est dans l'exécution, mais c'est là que ça se joue. Souvent, tu as des gens autour de toi quand tu es Mhm. entrepreneur qui ont plein de bonnes idées puis qui disent tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, mais ils tiennent pas en compte le timing de ce que tu fais. Tu sais, exemple, moi, il y a des gens au début de l'évolution qui me disaient hey, tu devrais mettre un chat sur ton site web pour quelqu'un qui a besoin de support, c'est bien plus rapide, pas besoin d'envoyer une email. Puis je disais, ouais, c'est une bonne idée, mais j'ai personne au chat pour le prendre. Tu sais, j'avais pas d'équipe de support à ce moment-là. C'était moi, là, je me voyais pas répondre en plus au chat. Puis là, une couple d'années après, ben, l'équipe de support a grandi, puis on a installé le chat. Fait que quelqu'un qui regardait ça de l'extérieur, il se serait dit, il était temps qu'il le fasse, ça fait 2 ans que j'ai dit de faire ça. Mais, timing is everything, là, c'était pas le temps, là. Ouais. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui me disait, hey, tu Mhm. devrais ouvrir un compte US, parce que nous autres, 100% de nos revenus sont en US. Mais dans ce temps-là, s'il rentrait, mettons, l'équivalent de 30 000 Canadiens au coût converti du US, ben, il en sortait 30 000 Canadiens en salaire. Fait que ça me donnait rien d'avoir un compte US. Puis si j'avais un compte canadien et un compte US, il fallait que je me mette à surveiller le compte US puis le compte canadien pour pas qu'il manque d'argent parce que les payes passaient dans le canadien. Donc là, il fallait que je transfère. Écoute, j'avais pas le temps de faire cette administration-là, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai ouvert le Mhm. compte US parce que j'avais quelqu'un qui faisait l'admin. Fait que la personne à caisse, ça devait se dire, ben, il était temps, ça faisait 2 ans, lui aussi, que je disais d'ouvrir son compte US. Mais tu sais, des conseils de même, il y en a plein, mais si t'es pas capable de l'exécuter ou de le faire au bon moment, ça fait rien. Fait que ça aussi, cette intuition-là, de faire les bonnes choses au bon moment, puis d'être capable de changer d'idée, là, parce que c'est pas vrai que parce que là, c'est pas bon, que plus tard, ça sera pas bon. Fait qu'il faut toujours se Ouais, remettre en exactement. question. Nous autres, cette année, c'est une grosse année parce qu'on a atteint une croissance incroyable. On est 74e dans le Profit 500 au Canada en termes de croissance dans les 5 dernières années. Une croissance de, je crois que c'est 956%. C'est génial, mais mon feeling me dit que si j'agrandis pas mon marché, je vais stagner, j'aurai plus de croissance. Mais ça, tu y vas au feeling, puis tu développes pour agrandir, puis tu investis pour, euh, pour pousser plus loin. Ouais, c'est clair. Oh my god, c'est fou pareil la croissance, puis mais il faut sauf que tu sois capable de suivre la croissance, là, de t'adapter, là, Tu veux pas que ça pas que ça ralentisse. grossisse trop vite Tu veux pour pas que ça toi. ralentisse. Non, c'est sûr, exactement. C'est peur, hein? J'avoue, tu veux pas arrêter d'avoir des clients tout non plus de dire ok ben là je stoppe pendant un instant parce que je suis pas Ouais, capable de exact. suivre, là. Ou parce Ce qu'il sera n'y a plus pas de mieux, là. marché. Tu vas perdre Oui, la il n'y a plus de marché. clientèle. Donc, j'ai atteint le 95% de mon marché est couvert. Tu sais, c'est triste. Mhm. Ouais, clairement, hein. Fait que ça, ta progression, si tu vas stagner si tu trouves Là, pas on d'autres a un moyens principe qui est de vraiment grossir. intéressant, puis c'est un principe que je donne beaucoup aux gens quand je les rencontre, c'est le Total Global Domination of our chosen niche. Tu choisis un marché, tu deviens le meilleur, tu agrandis ton marché, tu redeviens le meilleur, tu Mhm. réagrandis ton marché. Focus, 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 focus. Ça vient du MIT beaucoup, là. Focus, focus, focus. Ouais, c'est cool. Ça durait combien de temps, ça, cette Ça formation-là, durait un an parce qu'on MIT? avait des formations, on avait là-bas, ils venaient, puis on avait du coaching aussi par des profs du MIT. Ça n'existe plus. C'était remplacé par un programme de l'école d'entrepreneurship de Bose avec en collaboration, ils vont une semaine au MIT, mais c'est plus des profs du MIT. Je l'ai pas fait celle-là, mais moi, ce que j'aimais du MIT, c'était des Américains. Les Américains, là, on peut les haïr, on peut les trouver fendants, on peut les trouver, tu sais, protectionnistes, mais c'est des gens fiers, puis ils savent comment vendre, puis ils sont audacieux. Ils ont cette fierté-là qui en est arrogante, mais Mhm. écoute, ils défoncent des portes, ces gens-là. Là. Je me souviens de Rogatien qui dit les maudits américains sales là, dans Taxi. Là. Et, ils l'ont, Ouais. ou Elvis Gratton qui dit ils l'ont-tu l'affaire, les Américains. Mais c'est ça pareil. Fait que Mhm. ce qu'ils ont remplacé, c'est par des entrepreneurs québécois qui ont bien réussi, mais ils restent teintés de la culture québécoise. Fait que ce que j'aimais du MIT, c'est que ça l'amenait quelque chose de différent. Euh, Puis ça cassait un pattern judéo-chrétien québécois aussi, là, qu'on est né pour un petit pain. Là. Mais il y a des Ouais. excellents. Puis l'école, je l'ai fait en 24 heures. Là,
Ils ont des excellentes formations, puis on a des excellents entrepreneurs. L'idée, c'est plus la variété, parce que ces entrepreneurs-là, on les croise déjà dans d'autres rencontres. Exemple, le magazine Les Affaires fait des rencontres comme ça. Fait que, ça l'amenait un vent différent de fraîcheur. Pourtant, on est capable de le faire. Puis le gouvernement québécois s'est dit pourquoi on n'encouragerait pas le monde du Québec à la place des Américains. Oui, je comprends. Mais c'est parce que ça coûtait très cher, ce programme-là. Nous autres, ça nous coûtait, de mémoire, là, nous autres, quand tu étais choisi, il me semble que c'était 35 000 que ça nous coûtait à nous autres pour la compagnie. C'était de l'argent tabarnouche. Pour la compagnie, pour les 6 personnes. 6 et 400 000 de chiffre d'affaires. 350, 400 000, je me souviens. Dépendamment de quand c'était, mais il me semble que c'était 350. C'était de l'argent tabarnouche, pas de subvention, rien. Ouais, c'est ça, hein? C'est la meilleure chose qu'on a faite. Ouais, exactement. Investir dans ta compagnie, dans ton futur, c'est la meilleure chose que tu peux faire. On était 10 entreprises, puis une des premières choses qu'on faisait, qui est pas banale, c'est qu'il fallait sortir aux 10 nos états financiers. Fait que les 10 entreprises, on s'est mis à nu, puis je te le dis, là, il y a du monde qui était, mettons, un petit peu plus positive, puis qu'un coup qu'ils ont montré leurs états financiers, puis que tout le monde a vu, on est arrivé à c'est quoi leur réalité, puis tu dis, c'est parce que ouais, ça va bien ton affaire, mais si tu continues de même, là, t'en vas dans un gouffre, puis le gars, il disait, ouais, je sais. Fait qu'il était moins, fait que là, quand t'as enlevé, excuse-moi le mot, là, la bullshit, là, tu commences à travailler sur la vraie réalité ensemble. Là. On était 10 entrepreneurs plus les coachs, plus tout. Puis ces compagnies-là, moi, puis je dis pas que c'est eux autres qui disaient que c'était de la bullshit, c'est pas ça que je veux dire, parce qu'on était une dizaine de compagnies. Il y a des compagnies qui ont fait le programme du MIT dernièrement, qui étaient avec nous dans le Profi 500. Il y avait Kinova, qui font des bras robotisés pour les personnes qui sont pas capables qui ont les membres paralysés ou ils ont une maladie. Et je me souviens pas je veux pas dire la niaiserie, mais je pense que c'est 60 millions qui viennent d'avoir d'investissement, une super compagnie avec Charles Deguire, un ingénieur de l'ETS. Sinon, il y avait, je crois que c'est Terrebonne, Expert Doc aussi qui a fait ça. Il y en a plein qui ont fait ce programme-là. Puis c'est des bons entrepreneurs qui sont justement partis de là ou aidés. Mais ils étaient déjà plus gros que nous, par contre. Là. Ah, c'est cool. C'est vraiment sérieux, c'est le genre d'affaires que c'est plate que ça n'existe plus. Ben c'est remplacé, c'est pas complètement perdu. Là. L'école d'entrepreneurship fait un beau travail là-dessus. Là. Mais tu sais, de moi ce que j'ai vécu, le coaching, un gars comme Ken Morse, c'est un de nos coachs. Lui, c'était, parce que le MIT, c'est une école d'ingénierie, mais il se part une entreprise à tous les 2 jours avec la technologie du MIT. Fait que dans le fond, eux autres, là, ils ont formé une espèce d'incubateur d'entreprise où ils prennent des technologies développées à l'université, puis ils les donnent aux étudiants, puis les étudiants créent des compagnies. Fait que, le département d'entrepreneurship du MIT est très, très, très fort. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces gens-là, ils sont habitués à partir puis à encourager. Harvard, c'est un business school. Le MIT, c'est une école d'entrepreneurs. Fait que Ken Morse, c'est un des fondateurs du département d'entrepreneurship du MIT dans les années 50-60. Ce monsieur-là, il était peurant, là. Quand il dit, mettons, on avait une étude de cas, est-ce que tu as lu la documentation? Puis là, tu dis, ben ouais, je l'ai lu ce matin vite. Puis là, il dit, OK, fait que tu l'as pas lu, là. Tu sais, puis ouais, puis qu'il te pose une question, puis tu sais, quand tu le regardes, tu baisses pas les yeux parce que c'est sûr qu'il te pose une question. Mais ce monsieur-là, tellement connaissant, 70 ans passés, il a fait le tour du monde, il fait juste ça maintenant. C'est d'autres choses, là. C'est un autre. Tu pourrais ne pas l'aimer, tu pourrais trouver lui, là, ce qu'il dit tout le temps, c'est que Dieu a inventé les avions, fait que prenez l'avion, voyagez. Tu vois, moi, ça, c'est pas mon style. Mais il y en a d'autres, c'est d'aller aux États-Unis, aller rencontrer clients. Moi, j'ai choisi une autre approche. Mais mais j'ai appris beaucoup de lui sur d'autres aspects. Là. Non, c'est clair. Toi, t'as jamais eu à rencontrer aucun des clients? On va les rencontrer dans des conférences, des choses comme ça. Mais tu vois, on a un événement qu'on fait à Montréal. On fait venir nos meilleurs clients, une trentaine. On payait, ça nous coûtait quand même, ça coûte cher aller dans des conférences, là, avoir un kiosque. Fait que là, on a décidé d'organiser notre propre conférence. Fait que là, on fait venir des gens de l'Allemagne, des États-Unis, des Pays-Bas. Et puis ça donne que ce jour-là, on était capable d'avoir une loge de 40 personnes au Centre Bell. Fait que tu t'imagines l'Européen qui arrive ici, il est à Montréal, parce Montréal, c'est une super belle ville. Tu sais, souvent, les gens, ils ont été à New York, ils ont été à Las Vegas, ils ont fait plein de places de même, ils sont jamais venus à Montréal. Puis,
Pour ces gens-là, c'est tout un trip là, de venir à Montréal. Puis là, ils vont voir une game du Canadien dans une loge. Puis nous autres, ben, on va pouvoir aller chercher du feedback, poser des questions. Ah, ouais, c'est quoi ton pain? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Puis des choses comme ça. Donc, pour le même prix que si nous autres allons à une conférence, où souvent tu ne retires pas de vente, mais là, on va aller chercher le pouls de notre marché. Puis ces gens-là deviennent des ambassadeurs. Puis ils deviennent indirectement nos vendeurs, là, parce que c'est des influenceurs dans le marché. C'est nos meilleurs clients ou des influenceurs, des gens qui ont déjà des blogs, des gens qui ont déjà une auditoire. Ah, j'avoue. Toi, mais dans le fond, tu dis que c'est une conférence, mais ça, c'est juste pour vos clients, là. C'est pas quelque chose d'ouvert pour... C'est pour ces dévolutions, c'était sur invitation seulement. C'est Devolution Central, puis c'est notre première année. Peut-être qu'éventuellement, au lieu d'avoir une trentaine de personnes, on va ouvrir ça au plus grand public. On va avoir 100, 200 personnes qui vont venir, parce que nous, on fait de la formation, on fait des groupes de travail, on a organisé ça, mais organisé pour 30 ou organisé pour 100, c'est pas mal la même affaire. C'est tout compliqué. OK. Ouais, j'avoue. C'est à plus grosse échelle. T'es-tu quelqu'un qui lit beaucoup? J'ai lu beaucoup. Maintenant, j'audiobook. Ouais, moi aussi, pareil. Tu sais, mettons, quand je vais en vacances, je lis tout le temps. Puis sinon, en auto. Là, j'espère que tu vas me demander c'est quoi mes 2 livres préférés. Ben, certain. Mon premier, je te dis, c'est mon préféré. En fait, mon deuxième préféré, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Écoute, moi j'ai l'édition là des années 80, puis avec la fille avec les cheveux genre plein de spray net comme dans ce temps-là. Puis ce livre-là, il a été écrit des années, je crois, 1915-1920. C'est incroyable. C'est le meilleur livre de marketing que tu peux trouver. C'est débile. Est-ce qu'en anglais, ça s'appelle How to Win Friends and Influence People? Exactement. Ouais, ok. C'est écœurant ce livre. Faut le lire comme faut, ça change toute ta façon de. Parce qu'en français, c'est vrai que comment se faire des amis, ça fait hey, je suis tout seul dans mon coin. Non, c'est vraiment. Il faut le voir pour lire de façon marketing. Ça, pour moi, c'est le meilleur livre. Ensuite, tu sais, un des points qu'il dit là-dedans, là, c'est que peu importe que tu aies raison, tu gagneras jamais un argument. Parce que même si, mettons, moi puis toi, on s'astine, puis moi je dis la Terre est ronde, puis toi tu dis la Terre est plate, puis qu'on s'astine pendant 2 jours, puis que je finis par te convaincre que la Terre est ronde, je vais quand même t'avoir laissé un goût amer puis une cicatrice. La nature humaine est en même. Ouais. Qu'un de ses conseils, c'est la meilleure façon de gagner un argument, c'est de l'éviter. Fait que de pas t'astiner. Puis je te dis, ça il y a plein de petits conseils de même que c'est aïe aïe. Puis, mettons avec un client, là, t'es mieux d'être empathique, tu sais, dire, ok, moi je comprends, regarde, on va essayer de faire mieux, on va essayer de t'aider que de défendre ton employé qui a pas bien fait. Tu sais, il y en a qui réagissent de même, là. Même si le client, tu sais, souvent le monde dit le client a toujours raison, là. Ouais, mais attends, là, il y a des limites, mais je veux dire, il faut au moins se mettre dans sa position, là. Puis bon meilleur, c'est Predictably Irrational de Dan Ariely. Ça, c'est le top du top. Ça, là, c'est l'exemple là, que si, mettons, il y a plein d'exemples, là, mais un des exemples, ils ont fait une étude où ils prenaient les gens, mettons 100 personnes, puis ils donnaient une liste de 10 systèmes. Tout le monde avait la même liste. Puis ils disaient, est-ce que tu payerais le montant de tes 2 derniers chiffres de numéro d'assurance sociale? Je m'explique. Moi, mon numéro d'assurance sociale, mettons qu'il finit par 15, est-ce que je paierais 15$ pour cet système-là? Puis là, c'était telle bouteille de vin de telle chose, une montre, c'est de telle marque, et ainsi de suite. Puis mettons, toi, ton chiffre finit par 90. Est-ce que tu paierais 90$ pour une bouteille de vin comme ça? Puis le monde répondait de façon bien banale. 15 minutes après ça, il leur demandait combien au maximum pour chaque item tu payes, les mêmes items, tu paierais. Fait que, tu sais, mettons, pour la bouteille de vin, tu dis, ah, moi, je serais prêt à payer 25. Puis toi, tu dis, ah, moi, je serais prêt à payer, je sais pas moi, 40. Puis ils se sont rendus compte que l'affaire, c'est que ceux qui avaient un numéro d'assurance sociale plus bas payaient moins cher que ceux qui avaient un numéro d'assurance sociale plus haut. Comment t'expliques ça? C'est comme les horoscopes où les vierges sont comme ça. Puis, non, la manière que ça marche, c'est que, étant donné que 15 minutes avant, moi, je l'avais à 15$, je suis prêt à payer 20$, mais toi, tu l'avais le même item à 90$, tu es prêt à payer 40$, tu comprends? Ça, c'est le point de référence par rapport à ton premier prix. Fait que si, là, je te dis, moi, tu veux ma solution, ça coûte 5000$. Ouf, 5000$, c'est même trop cher, là. Finalement, on jase. Puis finalement, je te dis, gars, je peux te le laisser à 1000$, tu vas dire, OK, j'ai un bon deal.
Mais je t'avais dit tout de suite, c'est 1000 piastres, t'aurais fait ouf. Puis là, on aurait fini à 500. Tu comprends? Fait que l'ancrage du premier prix était important. Puis c'est plein d'affaires de même, là. Puis, tu sais, je peux t'en donner des exemples aussi, là. Un dernier, là, qui me fait triper, c'est, tu t'en vas t'acheter une drill de Walt, puis elle est 100 piastres chez Canadian Tire. Puis là, moi, je suis là, puis je te connais pas, là. Je dis, excusez, monsieur, c'est parce qu'à côté, chez Renault Dépôt, elle est à 10 piastres de rabais. Puis c'est juste à côté, là. Fait que, tu dis, hey, OK, m'en aller à côté à chercher, là, m'a bien sauvé 10 piastres, c'est pas vrai que je vais me faire avoir pour 10 piastres. Ça, c'est normal, c'est predictably, c'est prévisible. Fait que là, je te dis, après, t'es en train de t'acheter un bel habit Hugo Boss dans une mercerie, puis l'habit est 2000 piastres, puis je te dis, hey, en passant à côté, là, dans la mercerie, il y a le même habit, là, il est 10 piastres de rabais. Tu vas dire, hey, là, oublie ça, là, je l'ai, là, je vais l'acheter là. Mais tu te rends compte que c'est le même 10 piastres? Exactement pareil. Tu peux acheter le même nombre de magasins de trucs au magasin de pièces avec ton 10 piastres de la drill que ton 10 piastres de ton habit à 2000 piastres. Fait que c'est prévisible, complètement irrationnel. Complètement irrationnel. Fait que tu sais, des fois, là, puis tu peux faire du marketing là-dessus, c'est fou. C'est fou. Si tu veux vendre une bouteille de vin à 100 piastres, là, mets-en une à 250 piastres. Parce que le gars va dire, hey, moi, j'achèterai pas plus cher, je vais acheter la deuxième plus cher, elle est à 100 piastres. Puis t'as toujours un big shot qui va dire, hey, moi, je vais prendre ça à 250 piastres parce que je suis un big shot. C'est tout ça dans ce livre-là. C'est incroyable. Incroyable, les trucs marketing, puis ça marche constamment. C'est des études, justement, universitaires de Dan Ariely avec des groupes de travail, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ouais, sérieux, c'est la première fois que je l'entends parler, puis je trouve ça, j'avoue qu'il a l'air vraiment intéressant. L'as-tu en audiobook? Puis il y en a plusieurs livres. Ok, cool. Il y a des livres aussi sur des expériences avec quand plus ta gestion d'employés. Tu sais, à un moment donné, mettons que tu fais du travail, comment m'assurer que je te valorise dans le travail. Tu sais, il y en a plusieurs livres, sont tous excellents, ces livres. Moi, j'adore cet auteur-là. Ok, cool. C'est bon à savoir. Je vais le linker de toute façon dans la description de l'émission. Je vais mettre le lien des deux livres. Sinon, ben, il y a le livre Inbound Marketing est très bien pour comprendre la Inbound Marketing. Puis c'est fait par des cofondateurs de la compagnie HubSpot qui se spécialisent dans les logiciels de Inbound Marketing, justement. OK. Ben, c'est eux autres qui ont inventé le mot Inbound Marketing, en fait. C'est Dharmesh Shafwa, celui qui était le maître penseur de cette compagnie-là. OK. Ça fait-tu longtemps que ça existe? Des années 2010 à peu près, je pense. Là. C'est quand on a commencé, ça commençait. Peut-être avant, sous d'autres formes, parce que c'est arrivé avec les médias sociaux, les blogs, les infolettes, mais vraiment du marketing de contenu, attirer les gens, ça fait quelques années. OK, cool. Sinon, avant de terminer, c'est quoi qui t'allume le plus ces temps-ci au niveau de l'entrepreneuriat? Ben, moi, ce que je trouve le fun, là, c'est que il y a peut-être 10 ans, peut-être plus, là, l'entrepreneuriat, c'était pas valorisé. Puis c'était Chick, le gars qui était en affaires avec son gros char, le fraîchier, puis gars, il va jouer au golf, puis tu sais, ce que je disais un petit peu tantôt, là, nos fonds judéo-chrétiens où on n'est pas bien au Québec avec l'argent, puis le monde qui font de l'argent. Les Américains sont pas de même, eux autres, là, c'est valorisé. Puis ce que je trouve le fun de ce temps-ci, c'est qu'avec des émissions comme Dragon's Den, Les Dragons, tu sais, au Québec, les gens comprennent mieux c'est quoi être entrepreneur. Les gens, ils ont le goût, puis comment que, oui, c'est le fun, mais que c'est difficile, puis que ces gens-là ont besoin de respect, puis qu'ils créent de la richesse parce qu'ils font travailler du monde. Puis moi, ce qui me fait vraiment triper, c'est la culture de l'entrepreneuriat. C'est incroyable comment les entrepreneurs, entre eux autres, ou avec les nouveaux entrepreneurs, sont généreux. Tu sais, des gens comme Serge Beauchemin qui vont donner, qui vont aider, des gens comme justement Nicolas Duvernois de Pure Vodka qui va faire des conférences. Moi, je suis membre de l'AQT, l'Association québécoise des technologies. À chaque année, on a une conférence qui s'appelle Vision PDG. Je pense qu'on est rendu 150 PDG en technologie qui vont là. Puis je me souviens, moi, quand je suis allé là, je fondais dans le tapis, j'étais tellement intimidé. Puis c'est des gens tellement généreux parce que c'est pas compliqué. Là, je vais dire sec, là, mais bon, non, je dirais pas sec, là. Les gens qui sont pas fins, les entrepreneurs qui sont pas fins ne se ramassent pas dans ces événements-là. Fait que c'est tous des gens qui sont là pour apprendre, pour donner. Puis ceux qui sont à différentes étapes de leur vie, ils ont beaucoup de respect pour ceux qui sont dans d'autres étapes. Puis c'est fou
cette culture-là de partage puis de valorisation. Puis je trouve ça le fun parce que les gens, ils voient moins les entrepreneurs comme des bébites, comme des gens, juste des gens qui essaient de frauder l'impôt. Puis non, il y a vraiment quelque chose. Puis nos valeurs, notre touche québécoise humaine fait un très, très beau... pour ceux qui ont déjà vu là, les dragons en anglais, sont beaucoup plus raides là, qu'au Québec. Fait que tu sais, les gens sont très dans le constructif, même si l'idée est pas bonne. Eux autres, aux États-Unis, tout ça, là, ils les plantent, mais au Québec, on est moins raide, mais ça reste quand même qu'on projette une belle image. Puis je pense que les jeunes peuvent apprendre à avoir le goût de partir leur entreprise parce que c'est vraiment un beau rêve. Puis, tu sais, si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est soyez passionnés. Puis l'argent va venir. L'argent, là, c'est pas la destination. C'est le résultat à un moment donné de quand t'es passionné. Mais si tu veux juste l'argent, là, ça se peut qu'à la fin de ta vie, c'est tout ce qui te reste l'argent, puis t'auras plus personne autour de toi. C'est tellement vrai, là. C'est tellement un bon conseil en plus. Des bons mots pour finir. Mais pour vrai, c'est la QT, là, c'est l'Association québécoise des technologies, ça? Justement, t'as gagné un prix, de toute façon, je l'avais dit dans l'intro, mais ça, t'as gagné un prix du CEO de l'année. Oui, le plus intimidant que j'ai fait. Fallait que je fasse un discours devant tout le monde pour me vendre. Et puis, moi, j'avais décidé de le lire. Habituellement, je suis très bon en improvisation, mais je voulais tellement pas me planter. Fait que j'ai décidé de le lire. Ça a quand même été ma pire performance parce que je te jure, je l'ai pratiqué je sais pas combien de fois. Je prenais des groupes d'employés, je le pratiquais. Je m'étais vraiment pratiqué. Et puis, ma performance live a été la stress parce que t'es devant tes pairs. Mais c'est pas grave. Parce qu'après ça, j'ai pu me rattraper en one-on-one. Puis, justement, je pense, honnêtement, ce qui a fait que j'ai réussi à battre, j'ai gagné contre des compagnies incroyables, là, qui auraient mérité autant de gagner. Mais je pense, ce qui m'a aidé, c'est le fait que je suis arrivé à l'AQT, j'étais tout petit, puis les gens de l'AQT m'ont vu grandir, puis émerger avec une compagnie avec des idées, à briser un petit peu le modèle, à shaker le modèle traditionnel des ventes complexes. Puis je pense que les gens ça les a fait rêver en même temps, puis c'est là que j'ai pu gagner des points. C'est mon feeling, mais je pense que c'est pas mal ça. Ouais, ben ça ferait du sens, là. Mais félicitations pour ça, puis félicitations pour ta progression, puis pour la compagnie, puis je te souhaite le meilleur, ce qui s'en vient pour ta compagnie, que tu vas grossir au rythme que tu le souhaites. Merci beaucoup pour l'entrevue, c'était vraiment apprécié, puis c'était très informatif. Ça fait plaisir. On se reprend dans quelques années pour les prochaines étapes de l'évolution. Ça sera le fun. Bien sûr, c'est sûr. On va se garder au courant. Puis je vais suivre ça avec intérêt. En terminant, comme David a dit, soyez passionnés. Je te remercie beaucoup, David, puis passe une bonne fin de journée.